l'invitation et merci pour votre présence. Donc oui, effectivement, l'idée qu'il y a un processus de zombification m'est apparue. Alors le zombie, c'est une métaphore, hein, évidemment, il n'y a pas de vrais zombies qui vivent ou qui survivent, enfin, ou du moins qui se développent autour de nous. C'est pour comprendre pourquoi je propose ce concept, cette notion au public. Je vais récapituler le contexte général de nos vies, qui est en fait une guerre hybride. Qu'est-ce que la guerre hybride ? C'est la guerre totale, la guerre universelle, dans laquelle les limites traditionnelles sont transgressées. C'est le concept de guerre hybride est utilisé par les théoriciens de la guerre, atlantistes et autres d'ailleurs. Et donc ça permet en fait de comprendre effectivement un certain nombre de phénomènes, c'est-à-dire la militarisation des civils. Et en fait la notion de zombification pour moi est synonyme de militarisation. Et donc cette militarisation se fait dans le champ objectif et dans le champ subjectif, hein, c'est-à-dire aussi dans l'esprit. C'est-à-dire que toutes les frontières, toutes les limites conventionnelles sont rompues, toutes les digues ont sauté, et nous sommes dans la guerre universelle, et avec effectivement des ennemis qui peuvent être dans la rue, hein, et qui peuvent être dans notre famille, qui peuvent être dans notre lit éventuellement. Ça peut arriver, et qui effectivement développe j'ai l'impression, un nouveau type de profil psychologique qui est en train d'apparaître et de se généraliser. Quand on prononce le terme de zombie, on pense à cette chanson là d'une chanteuse là, qui est morte récemment là, du groupe Cranberries, hein, et qui posait la question « What's in your head ?» Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête ? C'est la question qu'on pose aux zombies, évidemment, puisque manifestement il n'y a pas grand-chose dans sa tête. Et c'est la question qu'on peut poser à de nombreux concitoyens. Aujourd'hui aussi, c'est pour ça que je vois cette espèce de continuum, hein, entre l'image du zombie et un grand nombre de gens autour de nous, hein, qui manifestement n'ont plus grand-chose dans la tête. Donc, cela veut dire qu'effectivement la guerre hybride pénètre le champ cognitif et le révolutionne en quelque sorte, transforme des gens qui sont naturellement normaux, sains, en nouvelles créatures, hein, qui apparaissent et qui sont en quelque sorte envoûtées. Envoûtés par qui ? Par quoi ? Envoûtés par les nouveaux sorciers, hein, que sont en gros les propagandistes, ou du moins les ingénieurs sociaux. Le terme commence à être utilisé, notamment par Jean-Yves Le Drian, qui parlait d'ingénierie de la désinformation, en fustigeant la Russie de propager, de mettre au point une véritable ingénierie de la désinformation. Bon, Jean-Yves Le Drian est bien placé pour savoir que de son côté, c'est tout aussi développé, sinon plus. On peut effectivement refaire une généalogie de la désinformation qui nous fait remonter, par exemple, à des conseillers de l'ex-président des États-Unis, Barack Obama, hein, deux messieurs qui s'appellent Cass Sunstein et Adrian Vermeul, et qui ont développé le concept d'infiltration cognitive, en réaction notamment au développement de ce qu'ils appellent les théories de la conspiration. Qui remettent en cause des versions officielles, hein, gouvernementales, médiatiques. Et c'était en 2008, et donc ces deux conseillers d'Obama produisent un mémo, hein, un texte d'une vingtaine de pages, adressé à Obama, mais évidemment qui a fait le tour de la CIA et du FBI, de tout l'État profond américain, pour dire il ne faut pas prendre à la légère les théories du complot. C'est vraiment un problème, hein, parce que ça fait monter la méfiance vis-à-vis du pouvoir central, etc., etc. Donc il va falloir mettre au point des stratégies, mais on ne peut pas mettre au point des stratégies frontales parce que ça les renforce, évidemment. Donc il propose la notion d'infiltration cognitive. Donc on a vu effectivement, par exemple la théorie de la Terre plate ou des bêtises comme ça apparaître, qui sont manifestement des opérations psychologiques, hein, pour essayer de parasiter certains sites ou certains leaders d'opinion sur Internet qui parfois posent de vraies bonnes questions, hein, sur par exemple est-ce qu'il y a eu vraiment une attaque chimique à la Ghouta ordonnée par Bachar el-Assad ? Bon, ça c'est considéré comme une théorie, une question relevant du conspirationnisme par le pouvoir en Occident. Mais c'est une question qui se pose.
Sachant que bon, il n'y a pas que des gens, des occidentaux sur Internet qui posent la question ou qui démentent les faits alloués par les médias. Il y a aussi la Russie, il y a aussi l'Iran, etc. Donc il y a des puissances géopolitiques qui en fait se retrouvent du côté de ce que le pouvoir atlantiste nomme les théories du complot. D'où effectivement en fait une séparation, une sorte de nouvelle guerre froide qui se joue au niveau du champ cognitif, avec effectivement un clivage entre des puissances géopolitiques qui soutiennent une version de la réalité et d'autres puissances géopolitiques qui soutiennent une autre version de la réalité. C'est carrément, là ce sont des constructions globales, enfin des constructions complètes de la réalité, enfin des visions complètes de la réalité. Donc, par zombification, j'entends donc aussi ensorcellement, envoûtement, piratage, infiltration, donc au sens où le piratage c'est une infiltration. Donc si on parle d'infiltration cognitive, on peut parler de piratage cognitif. Le piratage de l'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, je vais, plutôt que de vous taper dessus, je vais prendre le contrôle de votre comportement de manière furtive, en contournant vos défenses. Et donc ça relève ensuite du conditionnement psychologique. C'est-à-dire que je vais effectivement travailler furtivement, parce que le piratage, si le piratage n'est pas furtif, c'est plus du piratage, tout simplement. Donc furtivement sur votre système d'automatismes mentaux. Donc sur en fait tous les éléments de langage, toutes les narrations qui vous habitent, et en fonction desquelles vous agissez au quotidien. Tout ça, c'est que du langage. Donc si j'arrive à remplacer mot à mot vos éléments de langage habituels, ceux que vous utilisez pour vous représenter le monde, par mes éléments de langage, j'ai gagné. Je vous ai piraté. Donc pour ça, effectivement, il faut faire en quelque sorte, pour me faciliter la tâche, si je suis un ingénieur social, je vais essayer de propager en fait une sorte de sida mental pour faire baisser les défenses immunitaires de la population. Et c'est-à-dire en fait les défenses critiques, les défenses, c'est-à-dire le scepticisme, c'est-à-dire la propension naturelle de l'humain aussi à douter de ce qu'on lui dit. Je dois, moi, en tant que, en quelque sorte, sorcier vaudou, ou sorcier néo-vaudou, en tant que zombificateur, en tant qu'ingénieur social, je dois effectivement faire baisser votre scepticisme. Votre tendance à douter, voilà, pour en fait que les virus que je vous envoie pénètrent directement en vous sans aucune défense. Donc, cette guerre hybride, aujourd'hui, elle prend la forme de ce que les théoriciens de la guerre ont commencé à appeler à la fin de la décennie 1990, le monde VUCA, VUCA, qui est un acronyme qui veut dire Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Donc là, c'est les théoriciens de la guerre américains. Donc le monde, d'après eux, est volatile, incertain, complexe et ambigu. Tout ça, c'était au Pentagone. Il y a notamment Richard Labévière, journaliste d'investigation, qui a écrit un article très synthétique, que je vais citer, dans les amphithéâtres, donc de point ouvrez les guillemets, dans les amphithéâtres de l'US Army War College de Carlisle en Pennsylvanie, des professeurs de stratégie militaire commençaient alors à populariser un nouveau concept, VUCA, et qui vient du monde du management à la base. C'est-à-dire c'est toutes les nouvelles théories du management fondées sur l'accélération des processus sociaux et donc l'agilité, l'obligation de se mettre à jour quotidiennement. Donc nous ne sommes plus dans une société stable, verticale, etc. dont tous les processus sont horizontaux, imprévisibles, chaotiques, et il faut s'adapter à ça. C'est tous les experts, puisqu'il y a des échanges d'informations, des échanges de bonnes pratiques entre le consulting, le monde du consulting et le monde des militaires. Donc en fait, il y a des concepts qui circulent. Et donc, toutes les options stratégiques étaient appelées à changer extrêmement rapidement. En fait, en gros, il faut savoir s'adapter à une forme de chaos généralisé. Et donc, en fait, devenir effectivement de plus en plus préoccupé de tactique. La différence entre la stratégie et la tactique, c'est que la stratégie, c'est les options, les grands principes de long terme. La tactique doit pouvoir, elle, en revanche, s'adapter aux transformations de court terme. Donc,
la complexité des interactions, des facteurs d'influence, tous les phénomènes de boucle rétroactive qui font que, comment dire, si je me fais mal moi-même si je frappe un ennemi, vous voyez ce que je veux dire, sur le feedback en cybernétique, les effets comme ça de choc en retour, tout ça fait qu'il faut effectivement mettre à jour les théories de la guerre et passer effectivement à une vision, comment dire, plus systémique, plus générique, et qui considère que finalement les effets d'instabilité ne sont plus l'exception mais la règle. Voilà. Donc c'est une révolution paradigmatique. En gros, l'exception devient la règle. Donc il faut, en revanche, pour ne pas tomber dans le chaos tout complet, il faut effectivement réussir à penser cela. Et donc à réussir en fait à faire une sorte de conjonction des opposés entre une pensée rationnelle de quelque chose d'irrationnel finalement, et voir une capacité d'action rationnelle dans un monde de plus en plus imprévisible et donc fondamentalement arrationnel ou irrationnel avec donc une certaine imprévisibilité et qui aboutit à la notion de chaos contrôlé qui se diffuse de plus en plus. Et effectivement dans le management et dans les milieux de recherche de pointe. Ce chaos contrôlé, finalement, c'est effectivement a une traduction anthropologique, c'est-à-dire c'est dans le champ de c'est-à-dire qu'en fait, le chaos contrôlé devient l'environnement intellectuel des théoriciens de la guerre, dans le contexte de cette guerre hybride, où il n'y a plus de différence entre soldats et civils. Donc, la possibilité d'infuser du chaos contrôlé devient ensuite un impératif. C'est-à-dire que le VUCA, la méthode VUCA, ne consiste pas à lutter contre le chaos contrôlé, mais à l'accompagner. Il s'agit en fait non pas de résorber le désordre, mais de savoir s'y adapter. C'est un peu le principe du contre-feu, où par exemple des infiltrations de flics en civil dans les manifs, qui participent à la manif, voire qui lancent les actions de saccage, de dégradation, pour en prendre le contrôle en réalité, puisque en fait dans la mesure où ce sont eux qui donnent le là, ce sont ces flics en civil infiltrés parmi les casseurs, les gauchistes, etc. Ce sont eux qui lancent en quelque sorte le rythme, qui donnent le rythme. Et bien précisément ils prennent le contrôle de la masse, de la foule. C'est un principe de dynamique des groupes, c'est comment prendre le contrôle d'une foule. Ou d'une manifestation violente, en y participant soi-même. Donc, il s'agit donc d'appliquer des principes de cybernétique théorisés par William Ashby en 1956, et un principe qui s'appelle la variété requise, selon lequel seule la variété peut répondre à la variété. Donc, en d'autres termes, plus une personne ou un système génère et active leur diversité, plus ils sont capables de s'adapter aux changements provenant de leur environnement et d'assurer donc en fait sa pérennité. Donc appliqué à ce qui à ce que je suis en train de dire, donc cette loi nous enseigne que seul VUCA peut répondre à VUCA. C'est-à-dire seul le chaos répond au chaos, mais un chaos contrôlé. Donc sur le plan, alors ça là je reprends la citation de Richard Labévière, sur le plan intérieur, les recettes VUCA servent tout aussi bien à déconstruire les frontières nationales que le droit du travail, et toute autre loi garante du contrat social des vieilles républiques, pour nous convertir aux fluidités multiples d'une mondialisation heureuse, où tout devient possible, et principalement le retour à l'état de nature, où règne en définitive la loi du plus fort. Et donc lorsque notre ami Alain Jox souligne à juste titre que les États-Unis ont régulièrement perdu les guerres asymétriques qu'ils ont déclenchées depuis la fin de la guerre froide, il n'en tire pourtant pas la conclusion ultime, ces défaites apparentes, car en fait ces défaites apparentes sont en réalité des victoires inestimables pour les stratèges du Pentagone, de Tel Aviv, de Wall Street, de la City et de Bruxelles. Donc d'un état de non-guerre conventionnelle, les délices du monde VUCA nous embarquent dans celui d'une guerre asymétrique généralisée, permanente et nécessaire. Donc cette fameuse guerre hybride aussi, en fait le VUCA, la guerre VUCA, le monde VUCA, c'est synonyme aussi de guerre hybride. Et donc le citoyen modèle de cette guerre hybride menée par la méthode VUCA, c'est ce que j'appelle le zombie. C'est-à-dire, en fait, un individu, pour être précis, c'est-à-dire c'est le nouveau modèle anthropologique qui est en train d'apparaître, c'est un individu qui
fait n'importe quoi, ou qui laisse faire n'importe quoi. J'ai essayé de trouver une définition synthétique. Je pense que c'est la meilleure définition que j'ai trouvée. Nous sommes alors embrigadés, enrégimentés, militarisés, selon cette gouvernance par le chaos. J'ai fait un petit livre il y a quelques années intitulé Gouverner par le chaos, parce que c'est vraiment ça qui me sautait aux yeux de plus en plus. J'avais vraiment l'impression que, effectivement, le chaos se répandait, mais que ça ne se faisait pas au hasard, malgré tout. Donc, effectivement, malgré tout, ce chaos est piloté de manière centralisée. Et de plus en plus, je vois donc un nouveau modèle anthropologique qui est le fruit de ce chaos contrôlé, cette gouvernance par le chaos, qui est en train d'apparaître. C'est tous les enfants hyperactifs là, qui naissent qui naissent dans un écran, pour ainsi dire, ou avec un écran sous les yeux avant même de savoir parler, ce qui altère évidemment leur fonctionnement cérébral normal, et qui en fait donc des enfants hyperactifs, autoritaires. Il y a aussi le phénomène de l'hypermaturité, qui est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'en fait les enfants donnent des leçons à leurs parents, qui sont souvent moins accoutumés que l'enfant justement aux nouvelles technologies. Donc en fait c'est le parent lui-même est moins infiltré cognitivement que l'enfant. Donc en fait j'entends ça dans la rue ou en région parisienne ou des voisins, des enfants qui s'expriment de manière plus autoritaire et avec effectivement parfois en répétant des slogans entendus à la télé, et qui ont un effet, on pourrait dire, de ridicule. Le parent est ridicule par rapport à l'enfant. Des phénomènes comme ça, c'est assez inquiétant. Il est certain que cet enfant, que ce type d'enfant, ou comme les hyperactifs, finiront toxicomanes ou effectivement dans des maisons de fous, quoi, en fait, parce qu'ils n'arriveront pas à s'adapter à un environnement, qui leur posera des limites, parce que tout revient à ça. Donc, en fait, le n'importe quoi n'est pas exclusivement un objet militaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi, indirectement, si. Parce qu'en fait, le n'importe quoi a reçu ses lettres de noblesse avec le dadaïsme et le surréalisme, à la suite de la Première Guerre mondiale, qui a provoqué effectivement un choc dans la population, et donc des gens se sont dit si c'est ça votre civilisation classique, nous finalement on va proposer un modèle alternatif, et qui sera fondé sur la déconstruction des unités classiques, donc sur la déconstruction de l'esprit classique, et de manière un peu naïve, parfois, il y a des gens qui effectivement ne connaissent plus, oublient le sens des nuances et le juste milieu, et on va revenir, et qui tirent dans un sens parce qu'ils estiment qu'on a tiré trop loin dans l'autre sens. Donc les dadaïstes, les surréalistes se sont attaqués à effectivement l'esprit classique en faisant la promotion du n'importe quoi. Mais littéralement, c'est-à-dire c'est le manifeste du surréalisme. C'est déjà le texte de Breton et Soupeau, écrit plus ou moins, c'était le principe de l'écriture automatique, où en fait on ne réfléchit pas à ce qu'on écrit, on écrit n'importe quoi. Donc c'était revendiqué dans le champ artistique, et même au-delà de ça, dans le champ civilisationnel. Le manifeste du surréalisme, c'est quoi ? Donc c'est la revendication du n'importe quoi dans le comportement au quotidien. Parce que dit André Breton dans le manifeste du surréalisme ? Il dit « L'acte surréaliste le plus simple consisterait à descendre dans la rue et à tirer sur la foule ». Voilà, donc aujourd'hui on appelle ça du terrorisme, et en fait donc le n'importe quoi connaît ses lettres de noblesse à ce moment-là. Alors en sémiotique on parle d'éclatement du signe. Le signe sémantique, le signe linguistique. Ça donne par exemple parfois des réussites artistiques. C'est la fameuse toile de Magritte, ceci n'est pas une pipe, mais qui représente une pipe. Donc en fait, l'éclatement du signe, c'est l'éclatement des trois parties du signe, c'est-à-dire le signifiant, le signifié et le référent. Donc normalement, l'esprit classique, on dira, ou l'esprit humain à peu près, je dirais normal, essaye de faire converger ces trois parties du signe, et pour justement en quelque sorte que la vie de l'esprit soit cohérente.
qu'il y ait une cohérence entre ces trois parties. Le dadaïsme lance une charge contre cette unité des trois parties du signe, et dadaïsme et surréalisme, et effectivement travaille à dissocier le signifiant du signifié du référent. Donc avec un effet effectivement un effet de n'importe quoi qui peut être amusant dans le champ artistique, mais qui ensuite, s'il est transféré dans le comportement, bon, vous voyez bien tous les problèmes que ça peut produire. J'ai pas besoin de. Enfin, c'est ce que disait Breton. Bon, l'acte surréaliste le plus simple, c'est de descendre de la rue, tirer sur la foule. Bon, on est vraiment dans le n'importe quoi comportemental, politique, éthique, au sens comment dire, étymologique du terme. Éthique, ça vient de ethos, c'est-à-dire comportement. Avant le dadaïsme, il y a eu le symbolisme, enfin il y a eu des auteurs comme Arthur Rimbaud, et là ce qui est intéressant, c'est que là on voit une pensée du n'importe quoi, une pensée rationnelle du n'importe quoi. C'est notamment la lettre du voyant que Arthur Rimbaud envoie à son camarade de classe Paul de Meny le 15 mai 1871, où il parle bien effectivement il dit le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, qui aboutit, alors ça c'est la première phrase qui est bien connue, et donc il continue, toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche plus qu'aucun, il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables, viendront d'autres horribles travailleurs, ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Bon, le style est sublime, mais fondamentalement, le projet décrit par ce style sublime est anti-stylistique au possible. On est vraiment dans la promotion de la décivilisation, enfin de la dégénérescence, du n'importe quoi, c'est-à-dire le court terme, puisque même s'il perd l'intelligence de ses visions, il les a vues. Ah oui, vachement intéressant. Enfin, je veux dire, là, on n'est plus du tout... on sort justement de ce que c'est que la civilisation, la transmission, la filiation, et donc on n'est pas... c'est-à-dire le long terme, fondamentalement. Donc toute cette pensée des artistes occidentaux, etc., qu'on a eu au XIXe siècle, en fait, fondamentalement, ça remonte, ça s'inscrit, ça vient du romantisme en réalité, c'est-à-dire en fait, la valorisation de la nuit par rapport au jour et tout ce paradigme esthétique qui a produit des chefs-d'œuvre, personne n'en doute, mais qui en fait a été récupéré au XXe siècle. Et avec une tentative de le faire vraiment passer dans le quotidien, dans la vie quotidienne. Et là, c'est catastrophique. En fait, fondamentalement, le résultat de cette pensée romantico-symbolico-surréaliste, c'est quoi? C'est mai 68. C'est la tentative, effectivement, de réaliser cet idéal romantique du court terme, de l'individu génial qui cultive tous les poisons en lui, et tout ça est très très joli sur le papier, mais au quotidien, ça fabrique ce que j'appelle des zombies, c'est-à-dire des individus qui font n'importe quoi, tout en obéissant malgré tout à une règle, mais qui n'est pas la leur, fondamentalement. C'est-à-dire que, en fait, ils obéissent, parce que, comme je vous le disais là, en fait, on voit que maintenant l'art militaire ne consiste plus uniquement à aligner des soldats, mais aussi à propager le chaos. Et comme nous sommes dans un monde qui est entièrement militarisé, en fait, je remonte donc à la source du système complet, au cœur du système, c'est-à-dire que nous sommes dans un mécanisme de militarisation généralisée par la zombification, c'est-à-dire par la production en série d'individus qui cultivent des valeurs de type rimbaldienne ou romantico-surréaliste ou au quotidien, avec les effets donc de décivilisation et d'ensauvagement que cela produit. Voilà. Donc en fait, finalement, qu'est-ce que Rimbaud recommande, qu'est-ce que Breton, dans le manifeste du surréaliste, recommande? C'est vraiment c'est une folie méthodique. Aussi, en fait, finalement, la zombification, c'est ça, c'est une folie méthodique.
qui a des conséquences surprenantes, avec des paradoxes. C'est aujourd'hui, les gauchistes, en réalité, protègent le capital, se mettent au service du grand capital, en soutenant le LGBT ou l'immigrationnisme. Vous êtes suffisamment instruits, je pense, dans la salle pour comprendre les raccourcis. Je ne peux pas tout expliquer. J'ai 1 heure pour parler après. Je ne vais pas en fait tout expliquer dans le détail. Ça donne des nationalistes ethniques, par exemple en Ukraine, qui en fait luttent contre la race blanche, fondamentalement, qui font une révolution pour rentrer dans l'UE, dans l'OTAN, c'est-à-dire des organisations supranationales qui font la promotion de l'immigration extra-européenne. Ou ça donne des islamistes qui construisent le Grand Israël, en essayant de faire tomber Bachar el-Assad. Donc voilà, 3 types militarisés, 3 types humains militarisés, ou paramilitarisés, puisque ce sont des paramilitaires, qui font n'importe quoi. C'est-à-dire qui disent quelque chose et qui font le contraire. Mais d'une manière absolument méthodique. C'est fascinant. On en est là aujourd'hui. Et ça, c'est un effet de cet éclatement du signe, où on peut dire quelque chose tout en voulant dire exactement le contraire, et tout en faisant le contraire aussi. C'est-à-dire que, en fait, finalement, quand, par exemple, un djihadiste dit qu'il fait le djihad, donc, en fait, il construit le Grand Israël. En théorie, le djihadiste n'est pas censé construire le Grand Israël. Pourtant, c'est ce qu'il fait. Quand un nationaliste ethnique ukrainien dit qu'il veut défendre la race blanche en faisant un putsch contre Yanukovych en 2014, en fait, concrètement, il obéit à un programme qui va faire rentrer son pays dans l'UE, dans l'OTAN, et donc dans des programmes qui sont appliqués maintenant au Parlement ukrainien avec des lois pro-LGBT et des lois immigrationnistes. Idem pour l'Antifa qui effectivement finalement soutient le libéralisme sans frontières et donc en fait effectivement le capitalisme, l'exploitation du travailleur, etc., etc. Donc voilà, on a affaire maintenant, on peut rencontrer dans la rue des gens qui effectivement disent une chose et font exactement le contraire, et sur le long terme. C'est ça qui est fascinant, parce que finalement, moi aussi, ça peut m'arriver de dire quelque chose et de faire le contraire. Ça arrive à tout le monde, par inattention ou par fatigue, je ne sais quoi. Mais là, c'est vraiment méthodique, c'est-à-dire ça dure pendant des années. Et c'est des gens qui sont capables de risquer leur vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment du conditionnement psychologique et comportemental, mais lourd, puisque effectivement, ils peuvent prendre des fusils et effectivement manipuler des lance-roquettes et prendre de vrais risques physiques pour faire avancer un projet qui est strictement aux antipodes de leur discours théorique qui sert de prétexte finalement. Donc ça, on arrive à ça, on arrive à produire ça. On arrive à produire ce profil psychologique au moyen de techniques d'ingénierie sociale, qui, en fait, à force de travailler là-dessus, je me suis dit, en fait, ça ressemble vraiment à une forme de nouvelle psychologie, mais vraiment, ça ressemble à un zombie, quoi. C'est-à-dire, ça donne l'effet de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, qui a perdu fondamentalement toute capacité réflexive. Et en fait, pour résumer, pour en fait tourner un peu autour de l'objet en donnant plusieurs définitions, j'en suis arrivé aussi à cette idée que finalement, ce nouveau profil psychologique militarisé, fondamentalement, repose sur un principe de non-réflexivité, réflexive. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de donner, ça produit l'illusion d'avoir affaire à quelqu'un de normal, sauf qu'il a perdu toute capacité de retour sur lui-même et sur ses propres conditionnements. En fait, c'est une machine, finalement, ou un chien bien dressé. La différence entre l'homo sapiens sapiens et l'animal, c'est que le sapiens sapiens sait qu'il sait, et il sait qu'il sait qu'il sait. Voyez, donc c'est le mécanisme de la réflexion, et on est capable, en tant qu'être humain, de revenir sur nos conditionnements. C'est le principe d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse. Nous subissons des conditionnements depuis l'enfance. Parfois, il y en a qui nous font souffrir. Il y en a, au contraire, qui nous humanisent. Mais il y a aussi des conditionnements, par exemple, un compte à régler avec papa ou maman. C'est les problèmes oedipiens. Et qui va nous poursuivre une vie entière, et qui va nous conduire à commettre ou à avoir des comportements qui sont contre notre intérêt, fondamentalement.
et qui peuvent aller jusqu'au meurtre ou au suicide. Donc là, il est possible. Et donc, en fait, le principe d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse, c'est de revenir sur ces conditionnements, sur ces automatismes qui me font du mal, et pour pouvoir justement m'en libérer, pour travailler dessus, et donc ne pas rester un brave toutou qui a été bien dressé et qui, en aucun cas, le toutou ne peut revenir sur son dressage. Là, je me situe aux antipodes, effectivement, du principe de dressage de l'humain, donc qui est vraiment le dressage. Enfin, c'est le terme un peu, ça fait, c'est la rééducation, enfin, toutes ces choses-là. Donc là, on a affaire vraiment en fait, là, ce que je décris, c'est, je me répète, mais c'est un principe de militarisation de la société et des civils, sur le modèle de ce que, par exemple, on subit pendant le service militaire ou pendant, en fait, tout conditionnement militaire. Enfin, ce que les soldats subissent, c'est-à-dire qu'il faut effectivement apprendre un certain nombre d'automatismes, apprendre à obéir uniquement, et à ne pas remettre en question les ordres qui viennent d'en haut. Et aujourd'hui, ça peut effectivement aboutir à tuer des civils innocents, et voilà. Donc en fait, le conditionnement militaire, le conditionnement comportemental militaire est certes un fait de société humain et très ancien. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure il est transposé effectivement du conditionnement civil pour produire les mêmes effets, et des effets en fait, on pourrait dire de guerre de tous contre tous, ou de dressage des enfants contre les parents, de dressage, dresser dans tous les sens du terme, ou consistant en fait à dresser les femmes contre les hommes par le féminisme, ou à dresser par exemple dans une société multiculturelle de facto comme la France, à dresser les minorités contre la majorité, minorités ethniques ou religieuses, les minorités identitaires contre la majorité, ou à dresser les homosexuels contre les hétérosexuels, à dresser tout le monde contre tout le monde, et soi-même contre soi-même, en nous faisant perdre le sens de notre intérêt bien compris.